Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en se lançant dans l'entrepreneuriat ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, on parle de connaissance de soi, de confiance en soi, d'émotions et de nouveaux horizons. On aborde de vrais sujets de vie pour nous questionner, nous inspirer et tendre vers l'épanouissement professionnel et au-delà. Pour nous, les femmes modernes qui veulent vivre leur meilleure vie sans compromis. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Je suis ravie d'accueillir Liana, une entrepreneure déterminée à faire bouger les lignes et révolutionner le conseil d'orientation pour les jeunes. Liana nous raconte comment, après avoir passé 10 ans dans le salariat, dans le département RH pour orienter le parcours des salariés, elle a lancé Embarque, début 2020, juste avant le Covid. Pourquoi ? Pour aider les jeunes à y voir plus clair dans leur orientation et leur choix de carrière. Elle nous explique qu'elle a quitté son job de responsable RH alors que tout allait bien pour avoir l'énergie nécessaire afin d'entreprendre son projet et intégrer un incubateur pour aller plus vite et plus loin. Liana nous partage son parcours, son cheminement, ses émotions et comment elle se met en mode machine pour développer son projet et gérer sa vie de famille bien remplie avec joie et fierté. Je vous laisse découvrir notre conversation. Hello Liana, je suis hyper contente de te recevoir ici. Salut Nathalie, moi aussi je suis très contente que tu m'aies invitée. Plaisir partagé et j'en suis sûre que tu auras plein de choses à nous raconter. Et justement, j'aime bien commencer l'aventure de ce podcast en te posant la question de savoir, tout commence par un rêve. Quel est le tien, Liana ? Ah là là, c'est dur de choisir un rêve, je crois que j'en ai plein. Ça marche aussi. Ok, bon, un rêve là tout de suite, j'aimerais bien que la guerre s'arrête. Ça, je suis obligée de le dire. Un autre rêve qui est en lien avec mon entreprise Embarque, ça serait que tous les jeunes trouvent et soient acceptés dans une formation dans Parcoursup. Ça, c'est vraiment un rêve que j'aimerais. Et qu'en plus, qu'ils soient acceptés, que ce soit une formation qui leur plaise. Donc ça, c'est chouette. Et mon autre rêve, ça serait que mon fils, il mange plus de légumes. Ça marche ou pas ? J'adore la variété des rêves de plus engagés et après le symbole du rêve de la maman aussi. J'adore. Merci de ce partage. Et justement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter et ce que tu fais aujourd'hui avec tes mots ? Je m'appelle Liana, mon nom c'est Vivant. J'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis une maman de 3 enfants, 8 ans, 6 ans et 2 mois. Donc le dernier, on a mis du temps, mais je sais pas, on a eu un instant de folie, on s'est dit allez, et on est très contents. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Le troisième, c'est chouette. J'ai créé une société qui s'appelle Embarque, qui a pour but de guider les jeunes au moment de leur choix d'orientation. Donc ça, c'est vraiment ma motivation en créant cette société. Je l'ai créée il y a plus de 2 ans, mais avant, j'ai travaillé en tant que responsable RH dans des grandes entreprises, plus spécifiquement dans des entreprises de cosmétiques. Ça, c'était chouette. J'ai toujours voulu créer une entreprise depuis que j'ai mon bac, je crois. Mais voilà, mes parents n'ont pas toujours voulu. Moi, j'étais peut-être pas non plus en totale confiance. Il fallait que j'ai un métier un peu plus rassurant pour moi et pour tout le monde. Donc, j'ai eu cette carrière-là. Et au moment où je me sentais hyper bien dans ma carrière, enfin où j'étais au top, je pense que je voulais pas du poste au-dessus. J'étais bien dans ma vie de famille, dans ma vie de maman. Je me suis dit, c'est super, c'est ce moment-là qu'il faut pour créer son entreprise. Et c'est là où je me suis lancée et je le conseille à tout le monde aussi. Il ne faut pas attendre de se sentir mal parce qu'on ne se sent pas bien dans notre vie pro ou perso pour se dire ah bah, c'est le moment de changer, parce que ce n'est pas du tout le moment de changer, parce qu'on n'a ni la force ni l'énergie pour le faire. Donc moi, j'ai attendu ce moment-là et j'ai créé Embarque. Voilà, très rapidement, c'est quoi l'histoire de ma vie. J'adore ma vie, j'adore mon job, j'adore ma famille. C'est cool. Que de bonnes énergies. J'adore la manière dont tu présentes qui tu es et je vais te poser 1001 questions parce que ça m'a inspirée avec plein d'autres questions. Tu nous dis du coup que tu as créé ton entreprise il y a 2 ans, donc c'était avant le Covid, ou est-ce que le Covid a eu un impact sur la création de ton entreprise ? Oui, ça a eu un gros impact. J'ai créé mon entreprise en début janvier 2020 et donc Covid, ça commence en mars.
quelque chose comme ça. Et donc, en quoi, c'est de faire des stages d'orientation. Donc, c'est vraiment le business model de ça, c'est on met plusieurs jeunes ensemble, on leur fait faire des stages d'orientation en entreprise, et pendant ces stages d'orientation, on fait à la fois du développement personnel et je les fais rencontrer des professionnels et des étudiants pour qu'ils comprennent de manière très concrète c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va se passer pour eux pour qu'ils ne se trompent pas. Donc, je commence à faire ça, on est en mars, pareil, tout moment du Covid, et je lance ma promo 0. C'était ma promo 0, promo test. Je lançais, c'était un samedi, et le lundi, on était confinés, confinement 1, le pire confinement, le plus dur. Donc, c'était chaud parce que tout mon business model, c'était autour de rassemblement de personnes dans des lieux fermés. Donc, t'imagines que là, tu te dis, ouah, comment je vais faire, comment ça va marcher. Et finalement, j'ai essayé, j'ai fait des choses pas mal en visio, j'ai développé autrement. Et bien sûr que ça a impacté mon business, mais voilà, je ne me suis pas découragée, je me suis dit qu'il fallait y aller. Et les ados avaient absolument besoin de quelque chose comme ça au moment du Covid et encore aujourd'hui, mais c'était indispensable, donc ça a plutôt bien marché. D'accord, tu as su du coup rebondir par rapport à cette situation qui nous est tombée à tous dessus. Mais si je reviens du coup un petit peu plus en arrière, avant janvier 2020, tu nous dis que tu as créé ta boîte et justement tu n'as pas attendu d'aller mal. Parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et de femmes que j'interviewe et qui sont passées par la case soit Mmh. burn-out ou soit épuisement Mmh. professionnel. Mmh. Ce n'était pas ton cas, mais on parle quand même souvent de déclic. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit, OK, c'est maintenant, c'est le bon moment, ou c'est maintenant que j'ai envie vraiment de créer Embarque, mon entreprise? Des idées de boîte, j'en ai eu 1000. Enfin, j'ai fatigué mon entourage, mon mari. C'était vraiment c'était horrible. Et à chaque fois, je disais, bon, je vais y aller, c'est le moment, enfin, c'est maintenant, je sais pas quoi. Et je crois que mon déclic, c'est quand mon mari m'a dit, là, cette fois, cette idée, elle est parfaite. C'est le truc qui te correspond le mieux, ça peut marcher, je suis avec toi. Voilà, on raconte pas d'ouvrir un café poussette. Enfin, là, on était dans un vrai truc où toutes mes compétences étaient réunies. On était dans un problème sociétal. Ça me correspondait bien. Le business model marchait. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ouais, mais trop bien, c'est ça. Il faut qu'on le fasse. Il faut que je le fasse maintenant. Et je pense que j'avais besoin de pas de la validation de mon mari, parce que voilà, je suis hyper libre. Enfin, moi, je suis convaincue qu'on peut pas monter une boîte toute seule. C'est-à-dire que tu peux pas monter une boîte si les gens autour de toi te disent que c'est nul, parce que tu peux pas dire je vais vous montrer que je vais réussir. Ça marche pas parce que tu as tellement besoin de l'énergie des autres et des gens que tu aimes que c'était indispensable. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit là, on y va. Et là, je partais pour négocier mon départ, je partais pour avoir une rupture, etc. Donc, ça s'est plutôt passé comme ça. Le déclic, je pense que c'est ça. D'accord. Et justement, quand on se réinvente professionnellement, on est amené à changer de vie. Tu nous expliques que tu avais une carrière plutôt posée, tu étais contente dans ta vie de maman, mais entreprendre, c'est un petit peu sauter dans le vide sans parachute. Comment tu Ouais. as fait, toi, pour faire face à tes peurs? Et d'abord, quelle était ta plus grande peur quand tu as quitté tout ça, ce confort un petit peu? Je sais pas si j'ai vraiment eu peur, parce que je suis pas quelqu'un, j'ai pas peur, tout ça, je me lance assez. Une des choses qui était quand même importante pour moi, c'est de négocier mon départ. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que j'ai une source de revenus et pas rien du jour au lendemain, parce que voilà, j'avais mes enfants, j'avais un crédit, etc. Et c'est vrai que j'avais un super poste, enfin, le poste rêvé, t'es dans une boîte, tout le monde rêve d'être dedans, t'es super bien payé, enfin, tout était donc ça. Donc il y a un peu le regard des gens qu'il faut affronter, le regard des parents, où ils te disent non mais ça va pas, mais pourquoi, mais tu veux faire quoi? Enfin là c'est un peu compliqué quand même, parce qu'ils ont une manière de penser qui est pas du tout comme la tienne. Donc non, je pense que je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Après, je suis quand même quelqu'un de super organisé. Donc, une fois que j'avais ma rupture, je savais que j'avais une idée. Après, je m'étais dit, il fallait que je sois incubée. J'avais envie d'être incubée parce que je me suis toujours dit, allez, stop mon idée, faut que je sois incubée, faut que je sois accompagnée. Je vais pas faire tout ça toute seule dans ma cave. Donc, j'ai fait des concours pour être incubée, avec cette idée aussi de challenge. Je me suis dit, Eliana, essaye de monter une boîte avec 0 € j'ai besoin de ce truc, tu vois, j'ai besoin de challenge. Je m'étais dit, je vais monter une boîte avec 0 €, il faut que je sois incubée, il faut que je développe mon truc. En gros, je passe 3 concours de gros incubateurs parisiens, j'en gagne un et je suis incubée chez Suez. Je quitte ma boîte, on est fin juin, je me dis que je me tape toutes les vacances avec ma famille. En octobre, je suis incubée chez Suez pour 6 mois. Et donc là, je suis hyper contente, je suis avec un groupe d'entrepreneurs mixtes.
et j'ai 6 mois pour développer et pour construire ma boîte. J'intègre en octobre, fin décembre, début janvier, j'avais créé Embarque. Donc ça, c'était cool. Donc ça s'est passé comme ça. Je suis assez organisée, je pense que je suis un peu une machine, tu vois. Enfin, il faut faire ça, 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 on y va. Donc moi, je marche plutôt comme ça et j'ai besoin de ça. Donc c'est Et pas tout à fait un saut dans le vide, tu vois. ouais, tu as pris on va dire, des risques mesurés, tu as bien balisé Après, tes arrières, on va dire, hein. c'est ça. Et après, je me dis toujours, mais qu'est-ce que tu risques? Et je liste les choses que je risque vraiment. Et bien sûr, tu quittes ton job, mais tu risques quoi? Je me dis, je risque que ça ne marche pas. Et je me suis toujours dit, bah, si ça marche pas, je vais retrouver un boulot. Enfin, en plus, j'aimais bien mon job. Tu vois, si demain, je dois être encore responsable RH dans n'importe quelle société, pourquoi pas, tu vois, s'il faut gagner ma vie, je sais que j'ai assez confiance en moi pour me dire que je vais retrouver du boulot. Et puis, ça va bien se passer, tu vois. Je pense que ça rassurera aussi beaucoup de nos auditrices parce que du coup, la peur financière, c'est la première peur. La peur d'échouer, c'est la deuxième peur aussi qui apparaît dans les personnes que j'accompagne, moi, à la reconversion. Et c'est vrai qu'en fait, quand on relativise et qu'on se dit, bon, ben, au pire, qu'est-ce qui m'arrive? J'échoue, ben, je peux retourner trouver un travail alimentaire ou mon précédent job. Et sur la partie financière, tu nous as expliqué vraiment que tu avais réussi à négocier ta rupture Ouais. conventionnelle. Mm. Et en France, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir être accompagné par Pôle emploi qui nous assure quand même un petit peu nos arrières et qui nous permet, quand on veut entreprendre et que ça ne marche pas tout de suite, parce que c'est très rare d'avoir des revenus dès le premier mois, d'avoir des revenus et d'avoir du coup Mais ça, on peut la parler location. d'argent, hein, c'est pas tout de suite, hein. On va y venir. Du coup, tu nous expliques vraiment que tu as eu un parcours en RH et Ouais. qu'avec Embarque, tu t'adresses pas forcément aux adultes, mais d'abord aux ados. C'est-à-dire que tu es allé chercher, tu es allé semer des graines, en fait, dès le plus jeune âge, enfin, en tout cas à l'adolescence, où c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on ne se connaît pas forcément et on fait des choix qui sont orientés soit par notre entourage, soit forcément par nos parents. Qu'est-ce qui t'a amené à aller justement aller chercher cette cible des Ouais. adolescents? Alors en fait, quand je me suis dit que c'était le moment de créer mon entreprise, je me suis fait un auto-bilan de compétences. C'est hyper important. Tu peux pas, enfin voilà, moi je pense que tu peux pas monter une entreprise dans quelque chose où t'es pas bon et que t'aimes pas. Donc moi, ce que je me suis dit, bah, moi j'aime bien mon job, j'aime bien mon métier de RH, j'aime bien accompagner les gens. Enfin, j'adore pouvoir accompagner les gens dans leur carrière. Et je me suis rendu compte que j'accompagnais de plus en plus de personnes, soit qui avaient envie d'une mobilité parce que ils aimaient plus leur job, soit parce qu'ils faisaient un burn-out, soit parce qu'ils se sont dit bah, Liana, je quitte ce poste parce que finalement j'ai toujours rêvé de faire autre chose, soit plein de trucs, tu vois. Et je me suis dit, mais je vais prendre le problème à la source et je vais aider les personnes au démarrage, donc c'est-à-dire les jeunes. Parce que c'est dommage qu'ils se trompent, c'est dommage que tu fasses 5 années de droit et que tu dises, bah, finalement, je ne veux pas faire ça. En fait, finalement, je ne sais pas, moi, je voulais plutôt faire des études pour devenir infirmier ou infirmière. Tu vois, c'est dommage d'avoir fait tout ça pour refaire une école d'infirmier, d'infirmière, etc. Et donc, je me suis dit, ben, je sais écouter les gens, j'adore accompagner les personnes, j'aime aussi les jeunes parce que dans ma vie perso, je fais plein de trucs avec les jeunes et je me suis dit, ben, je vais faire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que c'est venu cette idée de vouloir guider les jeunes au moment de leur choix d'orientation. Et après, quand j'ai commencé un petit peu à me renseigner, bah, je me suis rendu compte que c'était un peu le néant. C'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui, malheureusement, ce que propose l'éducation nationale, c'est nul. Enfin, ça marche pas. Et j'ai même été plus loin, c'est-à-dire que je suis allée moi-même dans les centres CIDJ, je suis allée voir les conseils d'orientation et j'ai fait cette expérience moi-même. Et je me suis dit, mais t'arrives, t'as des questions pour toi et ton avenir, tu ressors, t'as pas de réponse, et en plus t'es déprimée parce que tu crois que t'es nul et que tu vas rien faire de ta vie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut laisser les jeunes comme ça, etc. On peut en parler des heures, tu vois. Et je me suis dit, bah viens, il faut faire un truc différent. Moi, je crois beaucoup à la force du collectif et je me suis dit, mais il faut faire des trucs en groupe, il faut faire des trucs ensemble, ça va leur faire du bien aux jeunes de se voir, de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls à se poser des questions. Après, il y a un autre problème aussi qui arrive et qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est, quand les conseillères d'orientation, des préjugés, soit sur les origines de la personne, sociale ou autre, et également si tu es une fille ou un garçon. Enfin là, il y a aussi un vaste sujet. Quand tu es une fille, on va plus te conseiller de faire ça, ça. On va pas te conseiller forcément de faire des sciences, mais plus de la communication ou du social, des trucs comme ça. Donc j'essaye aussi de travailler sur ça et de faire tomber un peu tous ces préjugés et tous ces trucs qui freinent les jeunes. Et comme pareil, faire un BTS ou autre, c'est pas une voie de garage, c'est pas nul. Enfin, c'est top si tu as envie de le faire, c'est top si tu as des qualités dedans. Enfin, bien sûr, on y va, tu vois.
Tu parles justement de la manière où tu as voulu partir à la source et la méthodologie de Embarque, si je Ouais, ne dis pas de ouais, bêtises, c'est ça, c'est ça. c'est questionner, explorer et s'orienter. Ouais, Et justement, l'exploration, ça fait partie d'une phase aussi où quand on se réinvente professionnellement, c'est une phase clé pour nous, les ah femmes. mais oui. Et est-ce que toi, du coup, tu es partie à l'exploration de qui tu étais et tu peux nous partager une découverte que tu as pu faire sur toi lors de ton incubation, lors de la création de ton entreprise? Quelque chose qui t'a peut-être étonné ou que tu t'attendais pas, voilà, à découvrir? Ce qui m'a étonnée quand j'ai été incubée, je pense que c'est ma manière à dérouler les choses. C'est-à-dire que étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon bah franchement, je pense que je suis une machine. C'est-à-dire tu me dis de faire ça, ça va marcher, je le fais. Et je pense que je me suis un peu découverte dans ça en me disant bah parce que je suis aussi créative, mais quand on me dit qu'il faut faire ça et qu'il faut le faire bien dans les étapes, je peux le faire. Et ça, voilà, j'en étais pas sûre parce que quand on a envie de monter une boîte, et ça, je voudrais le dire à toutes les personnes qui veulent le faire, souvent les gens me parlent, ah ouais, j'imagine le logo comme ça pourrait s'appeler comme ça. Mais moi, dans l'incubateur, on m'a toujours dit, on s'en fout, en fait. Ça, on en parle à la fin. D'abord, tu me parles de ton business model, ton machin, tes cibles, tes personas, etc. Comment ça va marcher. Et ça fait partie, je te dis, de la méthode, c'est bête et méchant. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et je me suis assez découverte dans ce truc-là, effectivement, on te dit comment faire, on te donne des conseils. Ouais, bah j'écoute et puis on y va. Ça, c'est un truc que j'ai appris, que je suis peut-être plus colère que ce que je pouvais croire. Du coup, tu nous parles vraiment des étapes. Quand on se réinvente, on part étape par étape. Il y a des personnes qui décident d'entreprendre tout seul. Il y a des personnes qui décident de faire un bilan de compétences. Toi, tu as Ouais. fait ton auto-bilan de compétences, mais tu as décidé de ne pas entreprendre seul et de partir dans un Alors, incubateur. il y a tout le monde, par contre, de faire un bilan et de se connaître soi-même. Mais c'est vrai, quand on est RH, on a la possibilité de faire pas mal de trucs comme ça. Donc, tu vois, j'ai déjà eu des coachs, j'ai déjà été accompagnée, j'ai déjà fait des tests de personnalité. Dans ma carrière, j'ai eu des coachs sur le leadership au féminin. J'ai eu plein de trucs, tu vois, qui m'ont été offerts. Et je Hmm. pense que si j'avais pas eu, j'aurais pas fait comme ça. Donc attention, enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire parce que je pense que c'est vraiment bien. Oui, oui. Enfin, le but, en fait, ici, de ma question, c'est de montrer qu'effectivement, chaque chemin est unique. Après, il y a un petit peu des facettes à avoir. La connaissance de soi, tu viens de dire que c'était hyper important d'avoir des outils de mindset, etc. Toi, tu as pu y accéder de par ton expérience et c'est top. Mais tu as choisi aussi de te faire incuber. J'aime pas trop Ouais. ce mot, incuber. C'est un peu genre, tu rentres dans une éprouvette. Bah, c'est un peu ça, mais Ouais, et, bah, c'est ça, ouais. c'est ça. Donc, tu as choisi d'intégrer un incubateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et en quoi ça t'a aidé justement, à part à révéler ta machine attitude Ouais. et à monter en barque en 3 mois? Alors, déjà, ce qui est chouette, c'est que tu fais partie, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand c'est le cas, tu fais partie d'une promo. Et moi, je faisais partie d'une promo où on était 15 et on avait 15 projets différents. Enfin, il y a des personnes qui étaient sur du service, d'autres qui étaient sur des produits, d'autres qui étaient sur... Enfin, et ça, c'est chouette parce que tu es vraiment embarqué dans un truc avec un groupe. Enfin, c'est dingue. Enfin, c'est assez dingue. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, ce que t'apporte l'incubateur, c'est que tu as des experts dans toutes les disciplines qui viennent au fur et à mesure des semaines. Donc au départ, je sais pas, tu as un expert comptable qui est là, tu vas avoir aussi des personnes qui vont être spécialisées dans le social media, tu as des personnes qui vont être spécialisées dans tout ce qui est brand, enfin, et ça, c'est hyper bien parce que tu as des experts qui viennent à toi et qui sont vraiment experts. C'est génial et on te donne des exemples. Ensuite, ça m'a apporté aussi plein de choses. C'est-à-dire qu'on pitchait mais, tous les mois. On devait faire des pitchs de 1 minute, 5 minutes, 7 minutes, que sur de la prospection que sur la partie commerciale. Des fois, c'est des pitchs que sur le business, que sur toi, etc. Et ça t'aide trop. C'est-à-dire que tu montes une boîte, tu sais pas pitcher, c'est compliqué quand même. Tu montes une boîte, tu sais pas, ouais, quand tu as un rendez-vous un peu business, tu n'arrives pas, c'est compliqué aussi parce que si tu sais pas faire ça, bah, c'est dur, tu vois. Sauf si quelqu'un le fait pour toi, mais au début, qui peut se payer quelqu'un qui va te faire du dev commercial, je sais pas, tu vois. Mais ça m'a apporté tout ça, l'incubateur. Et bien sûr, enfin, le réseau. Enfin, voilà, t'es incubé. Moi, j'étais incubée chez Suez. Le réseau, c'est indispensable. Enfin, tu vois, tu rencontres des centaines de personnes qui vont t'accompagner tout au long de la création et encore après de ton entreprise. Enfin, c'est merveilleux. Et tu rencontres des gens exceptionnels, au-delà du côté un peu business et puis réseautage. Enfin, l'expérience humaine est folle.
En tout cas, je pense que ça va donner envie à des personnes de tenter d'être incubées parce que ça permet d'avancer petit pas par petit pas et d'être entouré, qui sont quand même les ingrédients clés quand on monte son Ouais. entreprise. Et de pas foncer tête baissée vers un truc aussi, parce que des fois on croit que l'idée est géniale, on croit que après il y a quelqu'un qui va dire bah non, ton truc, il va pas dire que c'est de la merde, mais ça va pas marcher. Et là tu réfléchis quand même et tu perds pas du temps. Parce que finalement, quand tu commences à avoir, tu vois, les indemnités chômage, t'as pas beaucoup de temps. Et si tu perds 6 mois à commencer à développer un truc qui va pas marcher, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc l'incubateur, il est aussi là pour ça. C'est-à-dire qu'il va te dire, mais là, non, mais ton business model, regarde bien, ça marche pas. Et ça, c'est chouette. Et justement, c'est la question clé. Est-ce que tu as l'idée d'embarque dès le début, c'était cette idée-là, ou est-ce que tu as été sur de l'itération, c'est-à-dire un peu du test and learn, pour réajuster d'une part ton business model et Ouais. ton offre? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais, bien sûr, j'ai itéré, enfin ça c'est sûr. Alors j'ai fait au départ, donc comme tu as compris, moi je fais des stages d'orientation à destination des jeunes. Au départ, le pitch c'était ça. Je fais ça, collégiens, lycéens, et je fais des séminaires d'orientation qui sont sur 2, 3 demi-journées. J'ai fait une promo zéro qui était vraiment, j'essayais. Et donc là, c'est la partie entreprise de BNP qui m'accueille gracieusement, c'était hyper cool. Et en faisant ça, je me suis rendu compte de plusieurs trucs. Je me suis rendu compte que, je voulais pas accompagner de collégiens parce qu'ils n'avaient pas la maturité, parce que tout ça, enfin, ça allait pas être ma cible principale, que j'étais plus à l'aise avec les lycéens. Ensuite, je me suis aussi rendu compte que ça marchait pas que du collectif, que j'étais obligée de proposer après un peu d'individuel. Et ça, j'ai compris en faisant, en itérant, en demandant ensuite les feedbacks aux jeunes et aux parents, parce que les parents sont très importants aussi dans ce business, parce que c'est eux qui payent finalement. Et donc, j'ai compris comme ça. Et même là encore, j'ai fait des sessions il n'y a pas longtemps et je me dis, bah tiens, il faudrait que je change. Enfin, je pense qu'il faut d'ailleurs tout le temps s'améliorer et ne pas avoir peur de demander les retours aux participants. Hyper intéressant de montrer justement que Embarque, c'est un beau projet, c'est une entreprise, mais qui n'est pas tombée toute cuite comme ça, tu as essayé, tu as appris, et justement demander les retours, c'est hyper important pour continuer de faire évoluer ton offre. Et est-ce que tu pensais, avant de t'adresser à des jeunes, donc à des collégiens puis à des lycéens, que tu avais déjà toutes les compétences requises, ou est-ce qu'à un moment, tu as été un peu challengé? Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as été confrontée que tu voudrais nous partager? Ouais, bien sûr. En fait, je me suis souvent dit que je pouvais le faire dans tout ce que je fais d'ailleurs. On en parlera parce que j'ai monté un podcast et tout ça avec ma famille, mais je savais comment j'allais soulever, en tout cas réussir à gagner par rapport à ces difficultés. Ma première difficulté, qui est encore là aujourd'hui, il y a tellement de formations, il y a pléthore de formations, mais qui connaît toutes les écoles de commerce, qui connaît, je veux dire, c'est impossible, qui connaît toutes les formations qui existent, les BUT, etc., les BTS, et puis ça change tout le temps, et puis il y a tout le temps des réformes de l'éducation nationale. Ça, je sais que c'est compliqué. Donc, comment je fais? J'organise dans mon emploi du temps des plages où je vais que ça, lire les formations, les nouvelles choses, je vais me documenter énormément. Ça, c'est la partie qui est un peu difficile parce que ça change tout le temps. Après, ma manière de fonctionner sur les ateliers de développement personnel, c'est souvent les mêmes. Enfin, j'utilise un peu les mêmes méthodes, ça je sais. Mais ça, c'est les difficultés que j'ai rencontrées. Après, d'autres difficultés que j'ai rencontrées, et là, j'ai décidé de toute façon, j'ai des convictions dans mon métier, c'est les parents. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui me contactent et qui me disent, mais Liana, je voudrais absolument que tu arrives à convaincre mon enfant de faire médecine. Je ne le fais pas. Ça, c'est vraiment... donc là, c'est croire profondément, je ne suis pas là pour prendre la commande des parents, quitte à me fermer des business de X 1000 euros. C'est pas grave. Enfin voilà, moi, je veux être propre, je veux être cool avec moi-même, je veux être hyper fière de ce que je fais. Donc ça, c'est des difficultés. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux me le permettre parce que ça marche bien, mais c'est-à-dire, je peux choisir avec qui je travaille et avec qui je ne travaille pas. Donc, quand on me demande des commandes, je ne comprends pas. Ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée au départ. Après, maintenant, je le dis à chaque fois que je ne prends pas la commande des parents. C'est tout. C'est hyper honnête. Et en fait, ça reflète effectivement un petit peu moi, pas les soucis, mais les changements de voix que j'observe plus tard sur des femmes qui ont autour de 35-40 ans, qui justement ont cherché à suivre la voie, entre guillemets, qui faisait plaisir aux parents.
Et du coup, des fois, ça marche, mais des fois, au final, quand tu te rends compte que ça ne marche pas, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait, au final? Et c'est souvent parce qu'il y avait un petit peu la pression des parents et le bon sens des parents derrière. Et c'est top que, justement, tu puisses ouvrir le champ des possibles aux jeunes que tu accompagnes. Et du coup, ma prochaine question, c'est comment est-ce que tu trouves tes lycéens clients, enfin, Ouais. tes formés, les personnes que tu vas accompagner? Parce que, comme tu disais, tu dois à la fois t'adresser aux parents et aux jeunes. Comment est-ce que tu gagnes en développement Ouais. commercial? Au départ, ma cible, c'était les parents. Parce que je savais que les parents, c'est eux qui achètent et qu'un jeune ne va jamais se dire «Ah bah tiens, il va falloir que je me fasse aider sur mon orientation». En plus, quand ils voient les prix, des fois ils se disent «Oh, mes parents, ils vont jamais me payer ça». Alors que si, ils payent. Parce qu'ils se disent «Ah, mes parents, ils veulent pas me payer la Switch, pourquoi ils me paieraient un truc d'orientation?» Bah, sauf que les parents, ils payent. Mais je savais que ma cible allait être les parents et je savais aussi que ça allait être plus simple pour moi d'aller les chercher eux. Parce que, de par ma précédente carrière, j'avais un fort réseau sur LinkedIn et je m'en suis beaucoup servie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à quitter mon poste précédent, j'avais dit à tout mon réseau, enfin j'ai vraiment beaucoup d'abonnés, je dis bah voilà, je quitte, j'ai d'autres aventures. Et donc, j'ai fait du storytelling autour de cette aventure entrepreneuriale, les gens m'ont pas mal suivi. Et quand j'ai dit que Embarque naissait, les personnes qui me suivaient se sont dit bon bah elle a la légitimité, parce qu'elle était responsable RH, parce que son business est cohérent, machin. Et on m'a tout de suite acheté des formations. Donc ça, c'est le développement commercial, il s'est fait sur du storytelling via LinkedIn et après pas mal de posts que je faisais. J'ai essayé Instagram, j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps, j'ai pas trop le temps. Facebook, ça marche pas mal, donc j'ai essayé de trouver des choses comme ça. Et après, je me suis pas mal rapprochée de ma ville, dans laquelle je suis hyper active, et avec quelques relations, des affiches, des choses comme ça a bien marché. Et après, le bouche à oreille, c'est-à-dire que une fois que ça marche avec quelqu'un, le parent, qui a aussi un ami parent parce que les enfants sont du même âge, bon, ils vont se conseiller. Et maintenant, il y a du bouche à oreille de lycéen à lycéen. Après, ils en parlent à leurs parents. Donc là, je suis arrivée à une phase où c'est plutôt chouette parce que finalement, les jeunes en parlent eux-mêmes. C'est génial, je pense. Et surtout, ça montre que tu as de l'impact et que ça change Ouais. la manière dont ils perçoivent leur orientation. Et justement, de quelle manière tu voudrais impacter ces jeunes? Qu'est-ce que tu voudrais leur apporter? De base, je voudrais leur apporter de la confiance en soi. Ça, c'est hyper important parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu te fermes plein de portes et tu fais pas ce que tu pourrais faire, ce que tu as envie de faire. Donc, et également de la connaissance parce que parfois, je vois des jeunes qui ne savent même pas la moitié des formations qui existent. Donc, ils se ferment eux-mêmes des portes parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Après, ce que j'aimerais apporter, et là, je suis dans une deuxième phase de mon entreprise, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de mes clients, c'est des clients qui sont assez à l'aise financièrement, etc. Enfin voilà, je te le cache pas, les personnes qui font appel à moi depuis ces 2 dernières années, ça va pour eux. Enfin, je m'inquiète pas du tout pour eux parce que les parents qui peuvent payer, je vois bien à peu près. Aujourd'hui, je développe une nouvelle phase de mon business puisque au départ, quand je crée ça, moi je voudrais que ça s'adresse à tout le monde. Je ne veux pas que seules les familles qui peuvent se permettre puissent avoir des conseils d'orientation de qualité. Donc là, mon rêve, c'est quoi? Et là, c'est pour ça que je travaille avec des projets, avec ma mairie, avec les centres sociaux, etc., que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, un jeune là dans ma ville, qui habite dans une barre HLM, bah ouais, tu pourras faire ça, tu pourras faire ça. Et j'aimerais l'aider lui aussi, mais aussi bien que le lycéen qui est à Stade ou à Henri IV. Enfin, tu vois, c'est ça que j'ai envie de leur apporter aujourd'hui. C'est offrir cette offre-là et ces conseils d'orientation que j'estime de qualité, mais à un large public, tu vois. Et du coup, m'associer à des organismes un peu plus publics qui pourront offrir ça aux familles qui ne peuvent pas se le payer. C'est hyper pertinent comme approche et c'est vrai que l'égalité des chances, ça se fait dès l'orientation et comme tu le dis, si tu peux ouvrir tes prestations Ouais. au plus grand nombre et tu disais que ça te tenait à cœur, ça me tient aussi moi à cœur le fait de se dire peu importe d'où tu viens, tu peux être maître de ta trajectoire. Si on te met en fait les outils qu'il faut, si on t'ouvre les yeux, c'est hyper important. Du coup, ça veut dire peut-être une évolution de ton business model. Parce qu'il y a beaucoup de programmes, moi je vois beaucoup de formations aussi qui proposent des offres solidaires avec le fait que ton offre un petit peu premium haut de gamme dont tu parlais, ça te permet de donner des places à tarifs plus accessibles. Est-ce que c'est ce que tu
as en tête ou est-ce que c'est Non. vraiment de t'associer Non, j'ai pas du tout ça en tête. Non, en fait, j'ai mon offre normale que je change jamais. D'ailleurs, tous mes prix sont visibles et je fais pas de devis. C'est-à-dire que tout le monde paye la même chose quand tu m'achètes la formation. D'ailleurs, je déteste ce truc quand tu contactes quelqu'un et dis bah, attends, je te fais un devis. Donc du coup, tu comprends pas parce que tu dis mais la personne elle te fait un devis parce que tout le monde paye pas la même chose, tu vois. Donc moi, mes prix sont affichés. Ce que j'aimerais offrir aux personnes qui peuvent pas se le permettre, c'est gratuit. Il n'y a pas d'offre solidaire. Je veux pas aller vérifier les impôts de machin, de machin. Enfin non, tu vois, t'es boursier donc tu payes moins. Non. Moi, je voudrais que ce soit porté par la ville et quand donc eux me rémunèrent, enfin voilà, et ensuite c'est ouvert de manière gratuite aux personnes, tu vois. Génial. Donc, c'est plus un truc comme ça. C'est génial. J'espère que ça portera ses fruits. En tout cas, c'est hyper inspirant. Et pour revenir du coup à toi, parce qu'on parle du projet Embarque, il y a toi Ouais. qui es la porteuse de projet. Tu nous disais en introduction que tu étais maman de 3 enfants, d'un dernier petit loulou de 2 mois. Est-ce que tu peux nous dire comment ton projet justement impacte ou a impacté en tout cas ta vie familiale et comment est-ce que tu jongles avec tes multicasquettes et avec tes priorités? Projet, bah, il a forcément impacté ma vie de femme et ma vie de maman parce que je suis plus du tout sur un rythme, on va dire, classique, avec des heures de bureau, des choses comme ça. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, je te le cache pas. Les avantages, c'est que bah, j'ai le luxe de pouvoir aller chercher mes enfants tous les jours à 4h30. Enfin, ça, c'est cool. Et en plus, je travaille pas le mercredi parce que j'essaie d'être avec eux. De temps en temps, je travaille quand je m'arrange avec mon mari. Donc ça, c'est le côté très positif. Et après, le côté un peu plus compliqué, c'est que je retravaille souvent un peu le soir, une fois que j'ai couché tous les enfants, etc. Voilà. Je suis hyper OK avec ça. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est vrai que des fois, les soirées, c'est un peu compliqué puisque je préférais dîner avec mon mari et voilà. Mais je travaille peut-être pas tous les soirs, mais souvent, surtout les premières années. Voilà comment ça a impacté ma vie. Mais franchement, tu me demandes de revenir à ma vie d'avant. Enfin, non, tu vois. Enfin, je peux pas. Et voilà, tu es fière d'avoir créé ça. Ça a aussi impacté le regard de mes enfants bah, sur moi. Une mère qui crée une entreprise, ma fille qui dit bah, moi, plus tard, je voudrais être chef comme maman. T'es fière, quoi. Tu vois, tu dis c'est cool. On parle souvent de nos boulots à nos enfants. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps où on me disait mais comment tu fais l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça. Je dis mais il n'y a pas d'équilibre. Enfin, c'est tout le temps dans mon côté. Hyper contente de parler de ça parce que j'adore mon boulot. Quand mes enfants ils m'entendent parler de ça, bah, ils se disent ça doit être trop bien de travailler. Enfin, tu vois, c'est quand même cool pour eux. Ils se disent mais c'est trop bien de travailler. Donc je sais pourquoi je vais à l'école, parce que je vais travailler, parce que ça va être bien. Que si je me plaignais toujours ou si je cachais un peu ce que je faisais, ce serait trop bizarre, tu vois. Après, tout le monde ne fait pas un boulot qu'il aime, tu vois, je comprends aussi, mais en tout cas, il n'y a pas de séparation, enfin, il n'y a pas vraiment d'équilibre. J'essaie de trouver mon propre équilibre parce que les enfants, ils ont besoin de toi, forcément, mais voilà, ça a changé. Je vais dire que je suis un peu plus dispo, je vais dire que je gagne. Non, je gagne même pas moins ma vie, enfin, non, c'est plutôt pareil, mais je suis un peu plus dispo, peut-être un peu plus fatiguée. Mais en tout cas, il y a plein d'énergie sympa. C'est beau de voir la manière aussi dont le fait de monter sa boîte, ça peut résonner pour les enfants. Et le fait de dire que l'équilibre vie pro, vie perso, bah, tu l'as un petit peu envoyé valser, ou en tout cas, enfin, En quand fait, on est une femme entrepreneur, ouais, je suis c'est OK avec hyper. ça. Il y a beaucoup de porosité en fait, parce que c'est de se dire, enfin, surtout quand on entreprend, tu franchis le pas de la porte, ça y est, tu n'as plus de boîte. Non, parce que déjà, souvent, on travaille de chez soi. Je ne sais pas si c'est ton cas ou pas, parce que c'était ma prochaine question, c'est de te demander quelle est un petit peu ta journée ou ta semaine type. Ouais. Mais c'est hyper motivant et justement impactant de montrer que tu montres un message positif du travail à tes enfants et tu les inspires à ton tour. Donc, c'est hyper gratifiant pour toi et pour ce que tu dégages. Du coup, la question fatidique sur est-ce que tu peux nous décrire, plutôt pas une journée parce que c'est assez compliqué, je pense, une semaine type un petit peu en tant que chef, entrepreneur, maman, multicasquette, un petit peu comment ça s'organise dans ton quotidien? C'est assez cadré, je te cache pas. Enfin, voilà, c'est mon côté où j'ai besoin que ce soit organisé. Donc, le matin, bien sûr, on dépose les enfants à l'école. Là, c'est un peu particulier parce que j'ai mon dernier qui est à la maison et je dois m'en occuper. Donc, on va essayer de faire sans parler de ça, mais donc je m'en occupe, mais il est tout petit, donc c'est plutôt simple. Mais je me cale toujours des matinées où je vais faire que de la prospection commerciale, des matinées où je vais faire que du contenu pour les réseaux, des posts, etc. Et ensuite, c'est rendez-vous que je cale avec des jeunes, je monte mes sessions et rendez-vous avec
soit du réseau, ou soit des personnes qui peuvent m'aider dans le développement, Donc, en gros, j'essaye de me dire 2 déjeuners par semaine, 2 matinées où je n'ai pas de rendez-vous dans la semaine. Et ensuite, comme je t'ai dit, à 4h30, je m'arrête parce que je récupère les enfants et j'adore passer du temps avec eux. Et les mercredis aussi, j'essaie de passer du temps avec eux. Mais je travaille le samedi, par contre. Du coup, tu as trouvé en fait l'organisation qui te convient et qui te permet d'être Ouais. épanouie dans ta vie. Et on montre justement que c'est de la porosité dans ta vie en fait. On n'a pas vie pro, vie perso, on a une vie tout court. Bah oui, même là, tu vois, ce soir, ils m'ont dit Maman, t'as des réunions ce soir. Je fais oui, bon, bah ils sont OK. Après, ils profitent de leur père aussi, tu vois. Comme ça, ils vont manger un peu n'importe quoi. Et C'est génial. Est-ce que du coup, il y a cette partie un petit peu de lâcher prise sur laquelle tu as travaillé ou tu as été confronté, ce fait que quand on est parfois en poste dans une entreprise, on incarne souvent la madame parfaite qui veut réussir sa vie, sa carrière et qui est assez rigide sur sa vie. Est-ce que de devenir entrepreneur, ça t'a permis aussi d'agir sur ton lâcher prise ou pas du tout? non, pas trop. Tu étais Je trouve déjà une que machine. Tu es une ouais, machine, tu étais une machine ouais, c'est forever. encore pire. Ouais, non, franchement, le lâcher prise, c'est un truc que je sais pas trop faire. J'en ai hyper conscience. Je sais pas trop faire. Il faut vraiment que faut que ça marche, faut que je réussisse. Si j'ai pas réussi, il faut que je recommence. Enfin, ça s'arrête jamais en fait. Tu vois, et j'ai 1000 projets, donc non, le lâcher prise, pas trop. Peut-être sur le lâcher prise que si les enfants ils mangent pas de légumes ou pas de fruits aujourd'hui, c'est pas grave, mais C'était un de tes rêves. Hein. Si on reprend l'introduction, le rêve qui mange plus de légumes, c'est vrai que c'était un de tes rêves. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition pour toi du bonheur aujourd'hui? le bonheur, pour moi, c'est la combinaison de tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis hyper heureuse. Je peux dire que je suis nage dans le bonheur. Et je crois que c'est tout ça. C'est-à-dire que j'aime mon mari. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est mariés. Enfin, voilà. J'adore mes enfants. J'adore mon rôle de mère. J'adore mon travail. Pour moi, le bonheur, c'est une combinaison de tout ça. Après, c'est dur, voilà, avec les contextes actuels, géopolitiques, écologiques et tout ça, de se dire on est heureux malgré tout ça. Mais sur les choses sur lesquelles j'ai la main, où je suis actrice, le bonheur, c'est ça. C'est-à-dire que tu es bien quand tu te lèves, tu es bien quand tu te couches, tu es fier de ce que tu as fait. Ouais, le bonheur, c'est ça, et que ça dure toujours, tu vois. Et si ma routine, c'est ça, mais je dis oui, mais on y va, tu vois. C'est beau comme définition du bonheur et en plus, elle est hyper singulière. Elle est à toi. La vie d'une entrepreneur, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il y a un échec que tu as ou un apprentissage qui s'est présenté à toi et que tu voudrais nous partager? Ouais, bah, c'était il y a pas longtemps. Il y en a sûrement eu d'autres, mais là, je te parle parce que c'était la semaine dernière. J'ai candidaté dans ma ville pour un concours. Tu verras, j'adore les concours. C'était le concours des jeunes pousses de ma ville, donc j'habite à Montrouge. Et dans ce concours, c'est les entreprises jeunes de moins de 3 ans, vous candidatez, vous pouvez gagner des prix et ils jugent en fonction de ton business model et du pitch que tu fais. J'ai candidaté, c'était sur dossier, j'ai été sélectionnée, on était 15 à pitcher et j'ai pas gagné. Il y avait 3 trophées, il y avait des trucs à gagner, c'est top, tu vois. Et ouais, c'est dur de pas gagner, parce que j'adore gagner, ça c'est vrai déjà. Mais la remise des trophées, on te dit, il faut venir tel jour à telle date, mais tu sais pas si tu vas gagner. Déjà, c'est hyper dur parce que tu te déplaces, tu sais pas. Enfin, bon, du coup, tu apprends en live que t'as pas gagné. Tiens, c'est dommage. Mais je me suis dit, puis j'avais le droit d'inviter quelqu'un, donc je suis venue avec une copine. Je dis, mais c'est pas grave, si je perds, au moins, on va rencontrer des personnes, voilà, et puis je suis contente, je suis curieuse de voir qui va gagner. Donc ça aussi, dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important, surtout quand on se lance dans des concours, des trucs comme ça, c'est de se dire, t'as jamais perdu. Et ça, je le savais parce que je l'avais appris de mes anciennes expériences. Et effectivement, cette soirée, je vais pas mal réseauter, j'ai parlé avec des gens, et il y a des personnes qui ont été hyper intéressées par mon projet et qui m'ont dit, Liana, t'as peut-être perdu ce soir, mais tu vas peut-être gagner un truc mieux. Tu vois. Et donc là, à la rentrée, je vais monter quelque chose de plus au grand avec ma ville et je suis hyper contente, tu vois. Donc ça, ouais, c'est un apprentissage d'échec et de se dire, finalement, tu vois, j'ai perdu, mais j'ai gagné quand même. Et ce que je retiens en plus de cette leçon d'humilité, c'est justement que tu n'as pas peur de partager ces apprentissages parce que je l'ai vu ce post, tu as fait un post sur LinkedIn à ce propos. Et justement, je pense que ça montre aussi que la route, quand on monte une entreprise, elle n'est pas faite d'arc-en-ciel et de paillettes et de trucs hyper roses, mais il y a parfois des couacs.
et tu les partages. Je pense que ça montre aussi ce côté authentique et réel de l'entrepreneuriat que tu incarnes et je trouve que c'est hyper inspirant. Ah ouais, mais justement, le partage, moi, tu sais, je partage tout. Des fois, il y a des personnes, elles me contactent, elles me disent, bah, Liana, c'est intéressant, enfin, ton business model, est-ce que tu veux bien partager avec moi? Mais bien sûr, tu vois, enfin, moi, je partage tout. Et ça aussi, on me l'a appris beaucoup dans l'incubateur en disant, mais n'ayez jamais peur de parler de vos idées. Enfin, déjà, sauf si tu fais un truc où c'est tu sais, la nouvelle invention du siècle, bon, d'accord, mais quand tu es sur un business comme ça, il y a du business pour tout le monde. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui veut faire comme moi, mais vas-y, enfin, tu veux m'appeler, mais je te dis comment on fait. Après, c'est à toi de développer, tu vois. C'est pour ça que le partage, non, au contraire, si je peux aider les gens, je le ferai toujours. Et justement, en parlant d'aide, tu nous parles de cet apprentissage. Comment tu gères ces phases un petit peu plus difficiles ou quand tu te sens découragée? Est-ce que tu peux nous donner des astuces par rapport à ça, à part que Non, tu es une machine? non, ouais, pas trop. Bah, quand j'ai des phases un peu comme ça, tu vas rire, mais j'essaie de faire un autre projet. J'essaie de monter autre chose. Du coup, J'essaie ça de. confirme, tu es vraiment une machine. Je me dis, oh, bah tiens, est-ce que bah, j'aiderais pas une copine entrepreneur à faire ça? Est-ce que, pareil, il y a à peu près un peu plus de 2 ans, on lançait le podcast où on raconte des histoires pour des enfants avec ma famille. Parce que, je sais pas, tiens, je me dis, bah, vas-y, fais une pause, un petit peu, pense à autre chose, développe autre chose, et puis ça va bien se passer, tu vois. Et voilà ce que je fais. J'essaie de penser à autre chose. C'est génial. Et en plus, en parallèle, ça te crée encore plus de projets. Voilà. Est-ce que sur ton parcours, il y a une phrase fétiche, un mantra, des mots inspirants qui t'ont aidé sur ton chemin et que tu souhaiterais nous partager? Je l'ai mis d'ailleurs sur mon dernier post, mais je l'ai écrit de manière un peu plus light. Mais en gros, on m'a dit si tu peux pas passer par la porte, essaye par la fenêtre. Ça, j'ai toujours eu ça en tête. Donc ça, un jour, on me l'a dit, j'avais bien retenu. Et ce que j'ai aussi appris, c'est pas une phrase, mais c'est même si ton produit n'existe pas, mais fais-le. Enfin, tu peux en parler même s'il n'existe pas. Tu peux vendre un produit qui n'existe pas. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, je disais, ah bah oui, il y a des stages d'orientation, mais j'avais ni la date, ni le lieu, ni machin. Et puis après, juste pour voir si ça marchait, tu vois. Et quand les gens commençaient à s'inscrire, je disais, ah bah il n'y avait plus de place. Tu vois, ça, je l'ai appris aussi. C'est-à-dire que il y a la phrase en anglais qui dit fake it until make it. Et c'est vrai, tu vois. Ça marche à fond et ça aussi, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Enfin, et je pense avoir l'audace de pouvoir le faire aussi, tu vois. Et est-ce que aujourd'hui, avec tous ces éléments d'inspiration, d'apprentissage, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu nous dis que tu gagnes quasiment ta vie de la même manière que quand tu étais salarié? Mm. Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps tu as réussi à gagner ta vie aussi bien? 2 ans. D'accord. 2 ans en crescendo et en Ouais. faisant plus d'offres. Du coup, c'est en élargissant ta palette d'offres ou en ayant plus de clients par enfant? C'est pas en élargissant mon offre, mais c'est à force de faire du bouche à oreille et d'être visible. Et commencer à avoir des avis positifs, etc. Après, sur l'histoire de l'argent, je pense qu'il faut aussi être vigilant. Et vous allez tous le voir, c'est que ce qui est différent par rapport à la vie d'avant, c'est que c'est moins régulier. C'est-à-dire que tu dois gérer ta trésorerie en disant, bon, bah, je sais que ces mois-ci, ça va être un carton, et ces mois-ci, je sais que ça va être un peu plus bas. Mais si tu lisses un peu sur l'année, tu vois à peu près, mais il faut avoir fait des années complètes pour t'en rendre compte. Je sais, moi, avec mon business, que juillet, août, bah, les gens, ils vont profiter de leurs vacances, ils vont pas se poser des questions sur l'orientation. En septembre, ça commence à carburer jusqu'au mois d'avril, mai, tu vois. Donc ça, il faut en avoir conscience. Ça dépend, c'est quoi ton business. Mais si tu te lances dans la vente de maillots de bain, tu sais à quel moment tu vas plus en vendre et d'autres moins en vendre. C'est la saisonnalité du business et surtout, c'est le fait que c'est un petit peu utopique de se dire au bout de 3 mois, sauf s'il y a des exceptions, hein, mais ça montre que tu construis ton chemin et que tu construis aussi ton chiffre d'affaires au fur et à mesure des mois. Et ça montre une phase aussi réaliste que j'adore. Du coup, on va passer à la dernière partie qui est Ouais. le funk des idées, qui est la partie où on tord le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, le concept, c'est très simple, c'est que je commence les phrases et que tu les finis avec ce qui Ok. te passe par la tête. Ok. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que Je pouvais gagner ma vie comme avant. le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était Ne parle pas de tes idées. avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était Travailler dans la tech. quand j'étais petite, je rêvais que je serais Maîtresse. même si je suis une femme maman super occupée, je prends du temps pour moi quand
ou quand je suis sous la douche. Super. Du coup, pour finir, ce podcast s'appelle Happy, Healthy, Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? Ouais, ce qui me rend hyper happy en ce moment, c'est notre dernier enfant. Franchement, on a tellement hésité, on s'est posé 1000 questions et on s'est posé pas mal de questions sur les écarts d'âge avec nos autres enfants, puisque mon garçon il a 8 ans, ma fille elle a 6 ans. Mais finalement, c'est trop bien. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Je savais qu'ils allaient l'aimer, notre dernier enfant, mais je savais pas qu'ils allaient l'aimer comme ça. Je trouve ça fou de voir notre dernier bébé d'être ébahi devant le spectacle de son grand frère et sa grande sœur. Ouais, ça me rend hyper happy de me dire, mais en fait, on s'en fout que ce soit un troisième, on s'en fout toutes des contraintes d'espace, d'argent ou quoi, mais c'est trop beau, mais faites des bébés. Je pense que ça m'a donné des idées là. En tout cas, tu as les yeux qui pétillent tellement. Est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme ou d'entrepreneur que tu veux nous partager? Faire du sport, pas boire d'alcool. Et qu'est-ce qui te rend le plus funky aujourd'hui dans ton quotidien et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant? Aller chercher tous les jours les enfants à 4h30. Et Génial. après, je vais dire, on va rester un peu en pyjama le matin, c'est cool. J'adore. Du coup, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer pour finir? J'aimerais vraiment dire aux personnes qui ont envie de faire autre chose dans leur vie qu'il ne faut vraiment pas attendre d'être mal pour le faire. Voilà, si vous êtes bien aujourd'hui, si vous êtes bien dans votre entreprise, dans votre famille, mais je crois que le bon moment, c'est celui-ci et c'est pas un autre. C'est hyper porteur de sens. Je bois tes paroles. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver avec Embarque? Où est-ce qu'on peut aller trouver Donc, il y a un site internet, vous pouvez trouver, vous tapez Embarque, orientation, il est hyper bien référencé. Sur LinkedIn, une page entreprise, sur Facebook et sur Google Avis, un peu partout. Et si vous me voyez sur mon rouge sur Paris, avec plaisir. Génial, je te remercie beaucoup, c'était top. Merci Clara. Merci à toi Nathalie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.